Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, on m'a écrit énormément ces derniers jours parce que, vous le voyez, les marchés baissent, notamment les valeurs technologiques, le Bitcoin qui baisse. Est-ce que c'est le début d'un vrai crack? Est-ce que ce n'est juste qu'une correction avant de repartir à la hausse? Encore une fois, moi, je vais essayer d'être sans langue de bois. Je vais pas vous dire ce que vous avez nécessairement envie d'entendre. Moi, mon but, encore une fois, c'est d'être neutre et d'avoir, mon avis. Et je pense que c'est déjà le plus important, c'est mon avis. Il ne concerne que moi. Ce n'est pas un conseil d'investissement ni quoi que ce soit. Et je pense qu'encore une fois, à vous de vous faire votre propre idée. Il y a tellement de gourous, tellement d'experts en tout genre. Mais encore une fois, derrière, d'accord, il y a toujours le fait que c'est votre argent, c'est votre épargne, c'est votre responsabilité. Ne laissez personne prendre le contrôle de vos finances, d'accord? C'est marrant. Alors désolé pour ma voix, hein. Je suis un peu fatigué. Il est vrai que j'ai bossé comme un dingue sur voilà pour la TKL, etc. Et là, je pense qu'il y a eu un petit coup de fatigue. Mais voilà. Mais toujours est-il que je voulais partager avec vous plusieurs choses. Alors, tout d'abord, est-ce que le Bitcoin peut aller à 1 million de dollars? Donc ici, Cathie Wood, elle a un raisonnement qui est très simple. Elle nous dit, pour le moment, le Bitcoin n'est pas encore utilisé par les grosses boîtes, n'est pas utilisé par le grand public. Donc, il a un potentiel de milliers de milliards de dollars. Il peut continuer de monter. Et donc, ici, elle dit, le digital currency has trillions in market capitalization potential. C'est-à-dire, elle a des milliers de milliards de dollars de potentiel en termes de capitalisation de marché. Et donc, elle dit, quand on voit qu'aujourd'hui, la cap du Bitcoin est de environ 1000 milliards de dollars et que Apple pèse 2000 milliards de dollars et plus, alors que l'on parle de la devise de réserve dans le monde, waouh, rien que ça. Et donc, elle est méga super optimiste. Et encore une fois, moi je vous dis, Cathie Wood là, elle est en train de perdre un peu d'argent, son fonds se casse un peu la figure, mais elle a eu un super nez l'année dernière sur les valeurs techno, sur Tesla, etc. Elle a misé alors que tout le monde s'est foutu de sa gueule. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Parfois tu vas gagner, parfois tu vas perdre. C'est comme un boxeur, il va monter sur le ring, parfois il va gagner, parfois il va perdre. Ça fait partie du jeu. Mais ceux qui vont réellement perdre, c'est ceux qui ne tentent jamais et ceux qui n'acceptent pas de perdre. Parce que de toutes les manières, il faut l'accepter. Donc, elle a totalement raison d'avoir une attitude et de dire voilà, c'est mon attitude et j'y crois dur comme fer. Donc ensuite, pour elle, c'est quoi? C'est que là, on a commencé à voir des institutionnels à adopter le Bitcoin et ça a été pour elle une surprise. Ensuite, elle dit, on s'attend à ce que des investisseurs institutionnels commencent à investir. What we did not expect from institutions was diversification of their balance sheet. On ne pensait pas que les institutionnels allaient enrichir leur trésorerie avec du Bitcoin, etc. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Ensuite, elle a dit, le Bitcoin sert de couverture. C'est une police d'assurance. Surtout dans un pays, dans un monde où les taux d'intérêt sont extrêmement faibles et où il y a eu des politiques de quantitative easing, donc assouplissement quantitatif. Ensuite, elle dit le dollar il est à bas actuellement, mais l'or ne monte pas et c'est ça ce qui est vraiment paradoxal, c'est que l'or ne cartonne pas alors même que les conditions sont géniales. C'est risque d'inflation, taux d'intérêt extrêmement faible, incertitude par rapport à l'avenir, etc. Mais l'or ne monte pas. Et encore une fois, ça, c'est une vision court terme. Pour moi, il ne faut pas regarder l'or comme un actif qui doit performer ou être corrélé négativement. Et je pense qu'on l'a vu avec le Bitcoin. Il n'a rien fait pendant un certain temps et ensuite, poum, il a explosé à la hausse. En fait, c'est ça, c'est l'effet surprise. Et l'effet surprise, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver, à quel moment, etc., pour quelle raison. Mais voilà, il ne faut pas avoir de l'or ou faut pas paniquer parce que justement,
Parce que justement, voilà, ça ne performe pas. Il faut vraiment avoir une stratégie, savoir pourquoi vous investissez ou pas. Ensuite, voilà, elle investit sur Grayscale, etc. Bref, super positive la nana. Ensuite, vous avez Munger. Alors Munger, il y a des gens qui vont dire ouais, le mec il est dépassé, c'est un vieillard, blablabli, blablabla. Ok, très bien. Comme il y a des gens qui vont dire moi Tammy, t'es dépassé, compagnie. Bref, je respecte le point de vue de Charlie Munger comme je respecte le point de vue de Cathie Wood. Et je pense que c'est ce que vous devriez faire, respecter les points de vue, analyser, être neutre et avoir une vraie analyse de marché plutôt que d'être voilà endoctriné. Hein. Genre, il n'y a qu'une vérité. Non, non, il y a des vérités et chacun, en fonction de son contexte, son vécu, son expérience, son capital. Je sais pas, moi, un milliardaire qui met plusieurs centaines de millions, mais un multimilliardaire, quoi. Quelqu'un qui a un capital, un patrimoine de 50 milliards de dollars et il mise 1 milliard sur le Bitcoin. C'est rien. D'accord? Par contre, quelqu'un qui a un patrimoine de 100 000 euros et il mise tout 100 000 euros sur le Bitcoin, là, on est sur une dimension de risque qui est totalement différente. Si en plus, cette personne, elle est père de famille ou mère de famille, elle a des responsabilités, c'est toute son épargne, vous voyez la notion de risque, est-ce que vous commencez à comprendre? Donc, moi, encore une fois, et c'est ce que je dis. Hein, récemment, j'ai donné une conf pour des lycéens et ils me posaient la question sur le Bitcoin. Monsieur Cabage, vous en pensez quoi? Et la réponse est ça, c'est tu es jeune, tu n'as pas de risque, etc. Tu peux prendre des risques. Maintenant, tu es père de famille, tu as des responsabilités, etc. Ne te dis pas que le risque zéro n'existe pas parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. D'accord? Il y a des gens, ils ont mis leur argent sur l'assurance vie. Ils ont tout perdu. Donc, ce que je veux dire, c'est que si sur l'assurance vie, tu peux tout perdre sur le Bitcoin et les cryptos, tu peux encore plus tout perdre. Et c'est ça ce qu'il faut savoir. Donc ici, Charlie Munger, il dit, je ne sais pas c'est quoi le pire. Est-ce que c'est Tesla à 1000 milliards de dollars ou le Bitcoin à 50 000 dollars? Et là, il assassine le Bitcoin. Il dit, voilà, he thought it was crazier for Bitcoin to hit 50,000 or for Tesla to reach $1,000, etc. Donc c'est pour lui, encore une fois, c'est ça un peu la folie. Donc, les actions de Tesla qui ont grimpé. Et puis là, il dit, OK. Pour lui, est-ce que la plus grande menace pour les banques, c'est le Bitcoin ou les monnaies digitales comme Apple Pay et Square? Il dit, je ne sais pas quel sera l'avenir de la banque et I don't think I know how the payment system will evolve et je ne sais pas comment le système de paiement va évoluer. I do think that a properly run bank is a great contributor to civilization and that the central banks of the world like controlling their own banking system and their own money supplies. Alors, et il dit la chose suivante. Je sais que vous allez le détester. Il dit, je pense qu'un système, une banque bien gérée contribue à la civilisation. Oh là là là. Et que une banque centrale, d'accord, qui veut contrôler un date de central banks et que les banques centrales du monde entier veulent contrôler leur propre système bancaire et l'offre de monnaie. Ouh. C'est ce que j'explique. Alors, et c'est mon hypothèse. Mon hypothèse, c'est qu'il y a deux choses. C'est que soit les dirigeants, ils font rien, ils laissent, et ça peut continuer de monter. Et derrière, il y a un engouement, et c'est surtout les millennials. Ça, pour moi, c'est vraiment un mouvement de rejet. Hein, et on veut le manifester par la monnaie. Et donc, je peux le comprendre. Mais moi, en 2017, c'est ce que j'avais dit avant le crack. J'avais dit la chose suivante. J'avais dit les États, ils vont pas laisser. Et puis, le Bitcoin s'est cassé la figure. Toutes les monnaies se sont cassées la figure. Les crypto-monnaies se sont cassées la figure. Et bon, les États, ils ont dit, OK, c'est bon. Ils se sont éclatés. Maintenant, c'est bon, c'est fini. Et puis là, le Bitcoin est revenu à la charge. Et là, on a les propos de Christine Lagarde, de Janet Yellen ne sont pas forcément très positifs. Alors, Cathie Wood, elle nous explique que le président de la SEC,
Elle le dit à un certain moment. Elle dit que le gars, le président de la SEC, c'est un prof du MIT qui avait également fait un cours sur les cryptos, etc. Donc pour elle, voilà, c'est vraiment quelque chose de très favorable aux cryptos et qu'il y aura des législations favorables, etc. Mais pour moi, il y a ça. Il y a cet inconnu de est-ce que les États accepteront. C'est encore une fois une très bonne question. Hein. Et alors les gens, ils vont me dire, oui, mais Tammy, est-ce qu'ils peuvent empêcher les gens d'avoir du Bitcoin? Non, ils peuvent pas t'empêcher de faire des conneries. C'est pas ça le plus important. C'est parce que s'ils arrêtent, s'ils bannissent, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter. Rappelez-vous, Al Capone, la prohibition, l'alcool, ça n'a pas arrêté l'alcool. Au contraire, il y a eu du business. C'est comme la drogue. On veut empêcher la drogue. Ben non, tu peux pas l'empêcher. Il y aura toujours de la drogue. C'est interdit par la loi. Mais il y a toujours, maintenant, c'est interdit par la loi. Tu te fais arrêter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça le truc. C'est que, en fait, le raisonnement que beaucoup de gens ont, c'est un raisonnement de, ils peuvent pas interdire. Oui, je suis d'accord. Ils peuvent pas interdire. Mais si tu attrapes et que c'est hors la loi, là, tu risques de le payer cher. Maintenant, on n'y est pas encore à ça, sauf dans quelques pays, mais on n'y est pas encore dans le monde entier. Donc, lui dit, so I don't think Bitcoin is going to end up the medium of exchange for the world. Donc, je ne pense pas que le Bitcoin sera le moyen de paiement du monde entier. C'est trop volatile pour servir comme instrument d'échange et c'est une alternative artificielle à l'or. Et comme je n'achète pas d'or, je ne vais jamais acheter de Bitcoin. Alors beaucoup de gens vont dire ouais punaise t'es nul Munger, t'as raté le truc. Ouais, encore une fois, le mec il est multimilliardaire et c'est son point de vue et voilà, il a totalement raison de le dire. Après encore une fois, cet argument est intéressant. Les entreprises qui aujourd'hui sont de moins en moins réticentes à l'égard du Bitcoin. Et à l'échelle mondiale, on parle de 5% d'entreprises qui prévoient d'acheter des Bitcoins en 2021, 9% à terme. Donc ça fait beaucoup et ça peut être très très positif. Et encore une fois, moi, mon raisonnement, il est très simple. Soit les gouvernements, ils laissent faire. Et auquel cas, le Bitcoin, il a un potentiel parce que derrière, il y a un engouement. C'est aussi simple que ça. Soit les gouvernements ne laissent pas faire et auquel cas tout ça c'est du vent, c'est-à-dire les entreprises elles ne vont pas investir. Alors aujourd'hui Tesla etc. Mais bon si l'État leur dit stop, elles vont retirer rapidement leur fric. Hein. Donc ici les entreprises attendent notamment des clarifications des régulateurs. Ben, c'est ça, c'est aussi simple que ça. 7 sur 10 aimeraient savoir ce qu'envisagent les autres entreprises dans le domaine de la crypto. En clair, certaines se joindront au mouvement si leurs concurrents décident de diversifier leur trésorerie vers le Bitcoin. Un engouement moutonné n'est pas exclu. Et vous voyez encore une fois, c'est très intéressant. Et à la fin, je vais vous faire une analyse technique. Parce qu'encore une fois, moi, mon but, c'est pas de vous dire, Munger a raison, Cathie Wood a raison. C'est nous, comment on raisonne. Voilà, comment on raisonne de manière froide, rationnelle et sans tomber dans le piège des fous furieux, des gens qui ça ne peut que monter, etc. Et finalement après ils perdent tout et ensuite j'aurais dû pas faire de conneries. Ben oui, mais tu as fait tes conneries. Donc communication et marketing. Alors là c'est très très important. C'est-à-dire que pourquoi j'en avais parlé avec Elon Musk. Pourquoi Elon Musk a parlé du Bitcoin? Parce que sa boîte elle commence à se casser la figure. Et donc le mec il se dit comment faire pour qu'on parle de moi? Eh ben Bitcoin quoi. Et puis ça fait hype, ça fait brancher, ça fait tout ce que vous voulez. Donc intérêt pour la crypto est particulièrement marqué dans le secteur technologique et plus faible dans la finance. Et donc la première préoccupation des directeurs financiers réside dans la volatilité élevée du Bitcoin et ses risques financiers. Leur conseil d'administration n'est pas toujours favorable. C'est-à-dire les gars qui dirigent. Autre frein à l'investissement dans le Bitcoin, le manque de connaissances, la réglementation, les cyber-risques, vol de Bitcoin, le traitement comptable. Et annoncer son intérêt pour le Bitcoin, même sans y investir, est actuellement bien perçu par les marchés compte tenu de l'envolée. Pourquoi? Parce que ça fait mode, encore une fois. Je sais pas, moi, il y a le dernier truc à la mode sur les réseaux, tu vas en parler. Même si 3 semaines après, personne ne va plus en parler. Et donc là, aujourd'hui, parler du Bitcoin, ça fait classe.
Donc voilà, d'après ARK Invest, le cours du Bitcoin bondirait de 40 000 $ à plus de 90 000 $ si les entreprises de l'indice S&P. Elle parle même, d'ailleurs, Cathy Wood, elle parle même de 400 000 $. MicroStrategy, qui détient 3,5 milliards de Bitcoin, va émettre des obligations convertibles pour 900 millions de dollars. Cet argent pourrait lui permettre d'en acquérir davantage. Elle enregistre déjà une plus-value de 2,3. Mais MicroStrategy, moi je trouve que le gars, le PDG de MicroStrategy, alors c'est pas con ce qu'il a fait, etc. Mais je trouve que ça devient de plus en plus risqué. Et je trouve que le gars, voilà, pour moi, perso, je trouve que son analyse, elle manque de lucidité par rapport justement au fait que ça risque, voilà, il y a un risque qui est non négligeable. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais d'abord vous faire une petite présentation sympa et je pense que ce point il est très très important, d'accord, de marché correctif, d'une consolidation et d'un retournement. D'accord? On va aborder 3 dimensions importantes. Alors, une consolidation, tu as un marché qui monte, d'accord? Et puis à un certain moment, il dessine une consolidation latérale, généralement 20% de correction max en fonction. Une correction, c'est quelque chose qui peut retracer 30 à 50% d'un mouvement impulsif. D'accord? Donc si par exemple ici le mouvement il a démarré à 100 et que là on est allé à 200, la consolidation c'est que la correction pardon, c'est que ça peut aller jusqu'à 50. Ça peut même aller jusqu'à 40, d'accord? Ratio de Fibonacci classique. Mais c'est généralement 40, c'est pour un mouvement que l'on appelle un mouvement précurseur. C'est-à-dire, pour ceux qui maîtrisent les vagues d'Elliott, vous avez ce que l'on appelle la vague 1, les précurseurs, ceux qui rentrent sur le marché. La vague 2, c'est les baissiers, les gens qui disent non, mais ça ne va pas monter, etc. Et souvent, ça retrace très fort, 61,8% et plus. Ensuite, on a la vague 3, c'est-à-dire le gros, les gens qui se disent le marché, il y a vraiment des fondamentaux, il y a vraiment un truc positif, etc. Et donc, le mouvement, il est généralement assez puissant. Ensuite, on a une vague 4. La vague 4, c'est des prises de profit, les personnes qui se disent voilà, j'ai bien gagné et là, je commence à profiter un petit peu. Et la correction, généralement, c'est 38,2% de retracement ou 50% de retracement du mouvement impulsif qui démarre au plus bas de la vague 2 au plus haut de la vague 3, d'accord? Donc, on prend le mouvement et on le retrace. Et enfin, vous avez le dernier mouvement, c'est la vague des suiveurs, les gens qui arrivent au dernier moment et les gens qui se disent « Waouh, c'est super, c'est génial, c'est le moment qu'il faut acheter » et c'est souvent le moment où le marché corrige, d'accord? Et on a une grosse correction. Donc ici, l'idée sur le Bitcoin, c'est de savoir est-ce qu'on est en vague 3 et qu'on est en train de juste consolider et de faire une vague 4, ou est-ce qu'on est en vague 5 et que la correction actuelle risque d'être bien plus profonde. Et vous voyez ici, je ne parle pas de Munger, ni de Cathy Wood, etc. C'est juste de la technique, d'accord? Donc à partir de là, c'est ça notre objectif. C'est est-ce qu'aujourd'hui, le marché, il est juste en train de consolider ou de corriger une hausse et la correction, c'est toujours ça, pour reprendre des forces et attaquer finalement la vague 5, la dernière vague, ou peut-être voilà la première vague. C'est-à-dire que voilà, si on est dans une situation de folie, l'idée c'est de se dire le mouvement qu'on vient d'avoir, c'est une première vague. Là, on a une deuxième vague, une vague géante, d'accord? Et puis on va avoir une troisième vague qui va, elle, nous mener vers les 400 000 $, les 500 000 $. C'est la vraie question, c'est ça. C'est est-ce que on est face à quelque chose qui va exploser à 400 000 $ ou est-ce qu'on est un truc qui va descendre à 0 $ ou 1000 $ ou je sais pas. Et la question, elle est ouverte. Et la réponse, je l'ai pas, personne ne l'a. C'est
dans 5 ans, on le saura, ou dans 1 an, on le saura. D'accord? Et le but, encore une fois, c'est vraiment d'être neutre dans son approche. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais revenir sur le graphe du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, vous le voyez, il est génial, il est tout beau, il est magnifique. Et là, il corrige. Alors, regardez. On a eu ici une première vague, hein, vous la voyez, en 2019, première vague et deuxième vague. D'accord? Donc, on a eu effectivement ici la première vague qui a pris quelque chose comme 315%. Et là, vous voyez, alors attendez, là, on voit qu'on a corrigé quelque chose comme 72%. Jusque-là, tout va bien. D'accord? Première vague, deuxième vague. Ensuite, on voit un gros mouvement haussier. Et on voit une vague 1, on voit une sorte de 2, donc 1, 2, d'accord? 3, alors je vais agrandir, comme ça va être beaucoup plus simple pour vous. Et je vais le mettre peut-être en daily. Comme ça va être plus simple. Donc vous voyez ici la correction. Ensuite, on voit un mouvement de hausse, puis une correction latérale, d'accord? Mais ça peut être... bon, je ne vais pas trop vous faire chier avec les vagues d'Elliott, mais bon, c'est fascinant. Moi, j'avais travaillé dans des cabinets d'analyse assez réputés. D'ailleurs, on avait travaillé avec des gros traders très connus, américains et compagnie, qui utilisent d'ailleurs tout ça. Alors, l'idée, elle est là. C'est que si tu as un mouvement très puissant, généralement, tu as une correction qui est comme ça, ce que l'on appelle en running. C'est-à-dire le marché, il est tellement puissant que même la correction, elle se fait à la hausse. Et c'est un peu ce qu'on a ici. Donc, je reviens ici. Vous voyez là, on a une hausse, une consolidation. Voilà, on a l'impression d'avoir une sorte de correction en running. Ensuite, vous avez une forte hausse et vous voyez ici une consolidation. Et donc, on est bien d'accord. 1, 2, 3. Et là, on voit la correction. Elle est de combien? Donc, ça corrige 31%. D'accord? Alors, le mouvement, par contre, est démarquant. C'est ça aussi. Mais il corrige 31% par rapport au sommet. Bon. 31% de baisse. Donc, voilà. Après, le mouvement, il démarre à 10 000 et 40 000. Donc, ça veut dire 30 000 de hausse. Et puis ici, on voit bien qu'on est à 28 000. Donc, on est bien d'accord qu'on a... pardon, ici 28 000 au plus bas. Allez, on va mettre 30 000 et quand on a 12 000 de baisse. D'accord, 12 000 de baisse. Donc, on est bien d'accord qu'on est sur 30% de baisse. Donc, exactement la vague 4. Et puis, vous avez la dernière vague. Celle-là, elle est méga puissante. Mais on voit bien qu'on a vraiment une logique qui est implacable. Vous allez me dire, oh là là, Tammy, qu'est-ce qui se passe? Donc là, l'idée, elle est là. C'est est-ce que ça, c'est la dernière jambe de hausse? Donc cette jambe de hausse, est-ce que c'est la dernière jambe de hausse? Ou est-ce que c'est juste une petite conso et on va continuer? Donc ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Déjà, on va calculer la correction. La correction, on corrige 26% quand même. Hein. C'est une correction de 26%. D'accord? Donc, c'est pas rien. On est passé de quasiment 58 000 au plus haut à 42 000 au plus bas. D'accord? Donc, 16 000 de correction, 16 000 $ de correction. Et puis, vous voyez, on a eu un rebond, d'accord, qui est très intéressant. Et là, vous avez pour moi ce niveau qui est clé. Et je dirais même ce niveau. Pourquoi ce niveau? C'est un chiffre rond, 40 000. On est 42 000, mais bon, pour moi, le gros niveau, c'est 40 000. Pourquoi? Parce que c'est gros chiffre rond psychologique, etc. Donc, on a un gros chiffre rond psychologique. Et vous avez un marché qui a... Alors, attendez 2 secondes. Un marché qui a explosé à la hausse, qui a corrigé fortement, qui se reprend, qui tente de se reprendre, et là, qui repart à la baisse. Alors, encore une fois, vous voyez un peu la notion de niveau. Psychologiquement, ce qui va tuer le Bitcoin, pour moi, c'est ça. C'est cette zone, la zone des 40 000. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu casses ça, bon, vous voyez ici, c'est une correction de 30%. Mais je vous ai dit, ça peut corriger de 50%, 100%, tout un mouvement.
Deuxièmement, on voit bien qu'il y a eu un gros mouvement impulsif. On a eu 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? C'est assez visible. Hein? Belle correction, belle consolidation, etc. Et on voit bien qu'un retournement de marché, alors ici je vais reprendre mon tableau blanc, un retournement de marché, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, c'est-à-dire que vous avez un marché qui monte, qui monte, qui monte, et puis là, on ne parvient pas à faire un nouveau plus haut. Donc ça, c'est le premier signal. Deuxième signal, on casse le précédent plus bas, d'accord? Et puis, on continue de faire des plus hauts de plus en plus bas. Et ça, c'est un signe de retournement de marché. Et vous voyez encore une fois, le raisonnement, il est très simple. C'est pas du non, c'est juste techniquement, qu'est-ce que ça va nous donner? Si ça casse les 40 000, pour moi, c'est pourri. Maintenant, ça peut nous faire, et je reviens dessus rapidement, ça peut nous faire une consolidation, d'accord? Mais là, on serait ce serait une grosse vague 1, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on serait dans une grosse vague 1, et donc on corrigerait 50%, 60% du mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 50%, ça nous mènerait aux 30 000, et 60%, 61%, ça nous mènerait aux 22 000. Voilà. Donc, on aurait une grosse correction. On construit une base, une nouvelle base. Ensuite, on redémarre à la hausse. Ou alors, justement, on rentre dans une phase beaucoup plus compliquée pour les cryptos. Franchement, là, moi, mon but, c'est pas de vous dire, voilà, j'ai raison, etc. Mais vous voyez ici, ce serait la possibilité pour moi. Regardez, on a une grosse vague 1, une correction. Et là, on est en train de construire, c'est ce que je vous avais dit, une grosse vague 2, tac. Là, le seul truc, et mon raisonnement, hein, c'est pour ça que c'est très intéressant. Mon raisonnement, c'est quoi? C'est de vous dire, on a eu une vague 1, une vague 2, une vague 3, on a construit une vague 4 et on a fait une vague 5. D'accord? Et donc, ce serait la 3, la vague 3 de la vague 3. Parce que là, on a 1, 2, 1, 2, 3. D'accord? Donc, on est dans la vague 3 de la vague 3. La vague la plus puissante, la plus impulsive, la plus tout ce que vous voulez. Et ensuite, on aurait genre une vague 4, mais on voit que sur le monthly, on ne le voit pas vraiment, alors que ici, c'est bien visible, ici, c'est bien visible. D'accord? Donc, le but ici, c'est d'avoir, voilà, vous voyez ici, super visible, super visible. Là, on ne voit pas de correction. D'accord? Donc, c'est l'info qui, moi, me manque. Maintenant, on va aller sur du weekly pour voir ce que ça donne. Voilà. En weekly, on voit également que c'est super léger. D'accord? Mais par contre, c'est visible. Elle est visible, la correction. Hein? En weekly, elle est bien visible. On voit que derrière, il y a une correction, etc. Donc, c'est pas mal du tout en weekly. Donc, vous voyez encore une fois, pour moi, le vrai niveau, ça va être ça. Ça va être les 40 000. Ça va être également comment ça va se comporter. Ici, on voit une énorme divergence baissière. Par contre, on est toujours haussier à long terme. Donc, ça peut très bien se corriger par là et repartir à la hausse. Ça nous ferait notre retracement à 30 000, 32 000, etc. avant voilà, d'envisager quelque chose. Mais ça peut très bien nous faire genre une conso et repartir parce qu'il y a une nouvelle. Voilà, moi, j'en sais rien. Mais ce qui pour moi, le premier risque, il est là. C'est le niveau des 40 000. 42 000, 40 000, pour moi, c'est la première zone de risque. Ensuite, on l'a vu, la conso, d'accord? Ici, 50%, ça nous donne le niveau des 30 000. Donc, 30 000, pour moi, c'est le deuxième gros niveau. D'accord? Donc, ça peut corriger jusqu'à... Pourquoi? Parce qu'on a eu un mouvement d'impulsion. Donc, si on corrige le gros mouvement, pour moi, voilà, aller vers les 30 000, ça ne me choquerait pas. Mais en dessous des 30 000, ça commence à puer parce que là, on rentre dans une autre logique. D'accord? On n'est plus dans la logique que je viens de vous montrer, hein, qui était finalement une logique de 1, 2, 1, 2, 3.
Et là, on sera en train de faire la 4. Donc 38% de retracement de tout ce mouvement avant de repartir dessiner peut-être une vague 5, puis une consolidation, puis une autre vague qui nous mènerait vers les 100 000, les 200 000, les 400 000, etc. On n'y est pas. Et donc, il faut vraiment être vigilant dans son analyse. Moi, encore une fois, je vous ai fait une analyse froide, rationnelle, voilà, les points, avantages, inconvénients. À vous, encore une fois, de bien comprendre la logique, l'analyse technique, la psychologie, les fondamentaux, parce que les fondamentaux, on voit des gens qui vous donnent des arguments très, très positifs, d'autres personnes qui sont très négatives, et ces personnes ont le même poids. Et Munger, je dirais, il est même au-dessus de Cathie Wood, même si Cathie Wood, elle est géniale, etc. Mais Munger, alors après, on leur tape dessus à Warren Buffett et Munger parce que le fonds de Warren Buffett n'a pas aussi bien performé ces derniers temps. Mais il a gagné 42 milliards, c'est ça l'année dernière, c'est bon quoi. Franchement, c'est le plus grand investisseur de tous les temps. Il a même plus ses preuves à faire. Et bien sûr, c'est un truc que j'ai compris et que beaucoup de gens malheureusement n'ont pas encore compris. C'est qu'à un certain moment, tu peux pas être bon partout. C'est-à-dire tu dois vraiment te spécialiser sur une dimension. Si tu essaies de tout faire, si tu essaies d'être bon partout, tu vas te faire avoir. Bon, les amis, j'avais la crève, je voulais pas faire cette vidéo, mais j'ai vu la situation, elle est tellement charnière que je me suis dit, voilà, j'allais faire quelque chose pour vous. J'ai beaucoup de thèmes que je voulais aborder, notamment les valeurs technologiques, là, ce qui se passe, les taux d'intérêt qui commencent à piquer vers le haut. Powell qui nous explique il va continuer sa stratégie et on voit bien que là il se passe un truc vraiment vraiment intéressant. Je vois pour moi le plus gros comment dirais-je benchmark c'est Tesla quoi. C'est Tesla, je vais revenir dessus parce que pour moi cette action c'est vraiment c'est vraiment l'action la plus intéressante pour caractériser la poursuite du mouvement. Voilà, elle a corrigé de 33% Tesla. Vous voyez, on est perché sur les plus hauts. On a eu un mouvement juste explosif. Ici, on a une petite correction avant. Voilà, ça ressemble un peu au Bitcoin. Hein. Et là, voilà. Pour moi, regardez. Peut-être que ça mériterait une vidéo, mais là, on est toujours haussier sur Tesla, mais vous voyez la correction, elle est vraiment profonde. Et là, l'idée, elle est là. C'est est-ce qu'on consolide un petit peu encore? Et je vous dirais, pour moi, alors le gros mouvement, donc là, on a corrigé 30%. Donc voilà, le max, si on veut vraiment que ce soit sain, c'est que ça corrige sur les 436. Voilà, point. En dessous de 436, on rentre dans une zone de danger, c'est-à-dire que Tesla, on casse sur le RSI la zone de neutralité et on redevient vendeur sur ce titre. D'accord ? Donc là, on est peut-être en train de dessiner une consolidation et voilà. Et après, ce sera intéressant de se repositionner sur le titre, mais il faudra vraiment surveiller son comportement, etc. Voilà, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Désolé, je suis un peu fatigué, un peu malade, mais voilà, le plus important, c'est est-ce que vous avez la pêche, est-ce que vous êtes chaud pour agir? Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup les amis, je vous dis ciao.